Bonjour, mesdames, messieurs, chers partenaires. Je m'appelle Caroline Amelot et je suis la directrice Sales et Marketing de Carglass. Et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui si nombreux. Comme vous savez, les sujets de nos webinaires sont liés à votre business, à notre business, à l'automobile en général, d'un point de vue plus large. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons organisé ce webinaire en collaboration avec VIAS. VIAS, comme vous savez, c'est la référence en sécurité routière, la mobilité, la sécurité en général et la santé. Et je suis vraiment fière d'annoncer que Carglass est la première société belge qui est maintenant devenue partenaire du réseau Certified Member de VIAS. Comme partenaire de VIAS, nous nous engageons à une sécurité routière plus sûre. Et aujourd'hui, le sujet de ce webinaire, ce sont les systèmes ADAS. Et d'un côté, il y a la connaissance et l'expertise de Carglass, donc de faire un recalibrage correct après le remplacement de pare-brise. D'autre côté, il y a la connaissance et le know-how sur ce sujet des experts de VIAS. Et si on met les deux ensemble, ça va donner une synergie, vous allez voir. Et c'est très important parce que je sais pour vous, ainsi que pour nous, la sécurité de nos collaborateurs et nos clients, c'est primordial. Mais avant de donner la parole aux experts dans le studio de VIAS, juste un petit conseil, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat pendant le discours. Je vous souhaite une bonne séance et à bientôt. Bonjour et bienvenue à tous dans ce studio VIAS pour une émission réalisée en collaboration avec notre partenaire certifié Carglass. Alors nous allons parler aujourd'hui des systèmes d'aide à la conduite, un thème qui est particulièrement d'actualité. Et pour parler de ce thème, je me suis évidemment entouré de deux experts que je vais vous présenter. Alors peut-être honneur aux dames. À ma droite se trouve Julie Delzen, qui est donc chef de projet à l'Institut VIAS et qui a collaboré à l'étude que VIAS a réalisée sur les systèmes d'aide à la conduite. C'est exact, bonjour. Bonjour. Alors à ma gauche se trouve Joris van Renekten, qui est Service Delivery Manager chez Carglass et spécialiste aussi des aides à la conduite. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Alors peut-être pour commencer directement par le plus facile, vous avez réalisé, Julie, au sein de VIAS, une étude sur les ADAS. Qu'est-ce que c'est finalement un ADAS? C'est un acronyme pour quoi en fait? Donc le terme ADAS vient de l'anglais Advanced Driver Assistance System. En français, on va parler de système avancé d'aide à la conduite. En fait, ce sont tous les systèmes dans le véhicule qui vont aider le conducteur, et ce, quel que soit le type de véhicule. Voiture, camion, bus. Peut-être pouvez-vous énumérer quelques-uns de ces systèmes et dire finalement quels sont leurs rôles? Évidemment, donc pour vous donner une vue générale des systèmes, parce qu'en fait il y en a beaucoup, il existe différents types de classements. Si on s'intéresse aux types de fonctions qu'ils vont apporter au conducteur, vous avez les systèmes qui contrôlent, donc on va parler ici du maintien dans la voie, du freinage automatique d'urgence. Vous avez les systèmes qui surveillent aussi bien le conducteur, donc la détection de la fatigue, de la distraction avec le téléphone par exemple, l'environnement autour du véhicule, par exemple la détection des angles morts, mais aussi le véhicule, sa stabilité et aussi par exemple tout simplement la pression des pneus. Des systèmes informent ou avertissent le conducteur, c'est le cas lorsque le véhicule va franchir une ligne, donc l'alerte de franchissement de ligne, mais ça peut être aussi tout simplement la reconnaissance des panneaux de signalisation. Évidemment, le confort du véhicule avec le régulateur de vitesse, donc le cruise control, qui peut être adaptatif ou non. Et enfin, je dirais les systèmes qui communiquent, et donc le plus connu, c'est l'e-call, celui qui va permettre d'émettre un appel automatique d'urgence vers le secours lorsque le conducteur a un accident. Est-ce que tous ces systèmes sont d'office embarqués ou est-ce qu'il est possible de les installer par après? Donc, au moment de l'achat du véhicule, vous avez des systèmes qui sont dits constructeurs. Donc ça, ce sont les systèmes embarqués qui ont été conçus directement et dans le design du véhicule.
par le fabricant. Et vous avez ce qu'on appelle aftermarket ou après-vente, qui eux sont de seconde monte. Donc, c'est-à-dire que la personne a acheté son véhicule, le véhicule n'est pas équipé d'ADAS ou certains véhicules peuvent être équipés d'ADAS en seconde monte. C'est le cas, par exemple, de la caméra de recul. Ok, merci. Avant d'entrer directement dans les détails de l'étude, peut-être je me tourne vers Joris. Joris, pouvez-vous nous dire quel est votre rôle au sein de Carglass et finalement, quel est le lien entre Carglass et les aides à la conduite? Pour vous, c'est sûrement très évident, mais peut-être que pour le public, ça l'est moins. Chez Carglass, après chaque changement de pare-brise, on recalibre les caméras et les capteurs derrière le pare-brise. Et mon rôle chez Carglass, c'est que nos monteurs, nos techniciens sont formés continuellement pour être experts en recalibration des caméras et des capteurs des véhicules. C'est quelque chose qui est hyper important car la sécurité routière dépend aussi de ces systèmes. Donc, toutes les personnes qui travaillent chez vous directement reçoivent alors une formation pour le recalibrage des systèmes d'aide à la Oui, conduite. certainement. C'est hyper important car la complexité des systèmes augmente fortement et c'est pour ça que c'est pas qu'une formation, ce sont plusieurs formations que nos techniciens dans nos centres suivent. Et en fait, c'est mon service qui est responsable pour former nos gens. Et je suppose que forcément les systèmes évoluent et donc les formations doivent évoluer en suivant l'actualité. En fait. Ouais, certainement. C'est pas pas que savoir comment recalibrer, mais c'est aussi savoir les systèmes, comment ça fonctionne. Ouais. Donc, c'est pas que faire le recalibrage, mais c'est aussi avoir la connaissance, qu'est-ce qui est derrière ces systèmes et comment ça fonctionne. Bien sûr. Julie, on va peut-être revenir sur l'étude. Première question assez simple, quels étaient les objectifs de l'étude? Dans cette étude assez récente, on s'est intéressé à la perception des conducteurs ou au sentiment qu'ont les gens en matière de systèmes d'aide à la conduite, qu'ils les utilisent ou non. Pour ce faire, on a divisé un petit peu le travail en 3 questions. La première, c'est dans quelle mesure les conducteurs sont convaincus ou non que les systèmes d'aide à la conduite ont un effet positif sur la sécurité routière, mais aussi de savoir s'ils sont suffisamment informés, est-ce qu'ils ont une connaissance suffisante et où vont-ils chercher cette connaissance. Et enfin, on s'est aussi intéressé à savoir dans quelle mesure les conducteurs sont capables de reconnaître la fonction d'un système sur base de leur nom ou de leur acronyme. Ça me paraît être une question peut-être primordiale. On va peut-être commencer par là. Donc, est-ce que vraiment les conducteurs savent ce qu'ils ont dans la voiture, où ça se situe et comment ça fonctionne? C'est une très bonne question en effet, parce que même si les ADAS sont de plus en plus présents dans la vie de tous les jours, en fait, ils ne sont pas pleinement intégrés dans les habitudes de conduite. Ce que l'étude a montré, c'est qu'un conducteur sur 10 ignore si son véhicule est équipé de systèmes d'aide à la conduite. Et parmi ceux qui ont déclaré en avoir un, en fait, il y en a un quart qui ne l'ont pas utilisé récemment. Et en même temps, par rapport à connaître l'usage ou savoir ce qu'il fait, il y avait quand même un tiers des répondants qui avaient effectivement cette difficulté à comprendre sur base du nom ce que voulait dire le système et à savoir exactement ce qu'il faisait. On voit la même chose chez Carglass. Quand les clients viennent chez nous, ils savent pas qu'on doit faire une recalibration des capteurs et des caméras qui sont derrière le pare-brise. Et c'est aussi à nous, et c'est aussi notre responsabilité à expliquer aux clients ce que nous allons faire sur son véhicule lors du recalibrage des capteurs et des caméras. En fait, ce qu'on fait, c'est si on change le pare-brise, ces capteurs et caméras, on doit le remettre sur la nouvelle pare-brise. Sur le nouveau pare-brise. Et si on fait ça, ces caméras et ces capteurs, ils peuvent avoir un changement de position. Et s'ils ont un changement de position, ils ne vont pas plus correctement la route, qui peut perturber fondamentalement le fonctionnement du système. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de remettre les caméras à leur état origine avant que les clients reprennent la route. Et comment vous garantissez la qualité du processus? Après chaque recalibration, on a un rapport de recalibrage. Donc, c'est un certificat. On donne un certificat au client où on explique qu'on a fait la recalibration des systèmes et quel système. Mais après, on a aussi un rapport détaillé qui explique en fait à nous, qui donne à nous de l'information que tout le recalibrage s'est fait
correctement et que tous les systèmes sont de nouveau bien en fonctionnement comme à l'origine. Je pense qu'on peut voir des images de la manière dont ça se passe. Peut-être pouvez-vous nous dire aussi, parfois on doit faire un trajet test après le recalibrage. Donc, en fait, on est parfois étonné. Est-ce que c'est vraiment nécessaire systématiquement et pourquoi ce trajet? On a deux types de recalibrage. Après, on va voir un recalibrage statique qui doit se faire dans nos ateliers. Mais un recalibrage dynamique, c'est là où les caméras et les capteurs s'ajustent automatiquement selon un test routier. C'est hyper important que ce sont nos monteurs qui font ce test de conduite parce que pendant ce test, tous les caméras et les capteurs s'ajustent par rapport aux signalisations de panneaux, marquages au sol ou des autres objets dans l'environnement. Et les caméras s'ajustent. Donc ça veut dire que pendant ce test, ces systèmes ne fonctionnent pas correctement. Donc c'est pour ça que c'est important que nous, on fait ce test de conduite pour être sûr que tous les systèmes sont bien remis à l'origine. Aussi pour ça, on a toujours besoin du logiciel et de l'équipement spécialisé qui nous dit que ça a été fait avec succès. Concrètement, donc j'arrive chez vous, je dois remplacer mon pare-brise, vous le faites et à la fin, c'est le monteur qui prend le véhicule avec ou sans le client et sans le client et qui va faire le test. C'est primordial pour la sécurité de nos clients que c'est nous qui font ce test parce que pendant ce test, les systèmes ne fonctionnent pas correctement. Donc, on ne laisse pas... pour nous, c'est primordial la sécurité de nos clients. Je trouve ça très intéressant parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Ils se présentent chez vous, remplacez-moi mon pare-brise, je suis pressé dans un quart d'heure, je dois partir, mais ça ne se passe pas comme ça. C'est pour ça que aussi nos techniciens sont formés pour expliquer aux gens, si c'est nécessaire d'aller faire un test routier, qu'ils sont au courant et pourquoi on doit le faire. Voilà, et donc il y a beaucoup d'explications qui sont nécessaires, je suppose, aux clients. Et si vous ne faites pas ce test, quels sont les risques si on ne fait pas ce risque, c'est clair que ça peut poser des problèmes de sécurité très graves. Et vous pouvez vous imaginer, on a parlé de freinage d'urgence, système de freinage d'urgence, on a parlé aussi de l'alerte de changement de voie. Si le conducteur n'est pas prévu lors du changement de voie, ça peut provoquer des accidents. Et même si un système de freinage d'urgence n'intervient pas à temps, on peut avoir une collision frontale. Donc c'est hyper important que ces systèmes fonctionnent bien et que ces systèmes sont bien recalibrés lors d'un changement de pare-brise. Ça paraît logique, mais est-ce que tous les clients comprennent l'importance de cette étape ? Oui et non. Ça dépend aussi comment tu l'expliques au client. Si tu expliques au client que son véhicule est équipé avec des systèmes de l'aide à conduite et que c'est primordial de les recalibrer pour sa sécurité ou son sécurité, là, les clients ils comprennent bien que c'est nécessaire de le faire. C'est pas un luxe, mais c'est vraiment nécessaire pour la sécurité routière. Et ils vous demandent parfois des explications techniques. Pourquoi est-ce qu'il faut vraiment recalibrer ? Oui. Les clients demandent ça et c'est pour ça que c'est important de former nos gens, d'être capables d'expliquer aux clients qu'est-ce qu'ils font et pourquoi ils le font. Julie, peut-être je vais venir à vous maintenant. On a parfois le sentiment que les gens achètent une voiture. Bon, ils vont la chercher, une fois qu'elle est livrée, ils essayent de partir assez rapidement, mais ne sont pas nécessairement au courant de où se trouvent les systèmes, à quoi ils servent. Et finalement, on a un peu l'impression qu'il manque parfois d'explications. C'est aussi ce que cette étude a montré ? Oui, votre ressenti semble se vérifier et rejoint aussi un petit peu le propos qu'avait Yoris juste avant. Ce que l'étude montre, c'est que d'un côté, la quasi-totalité des personnes interrogées disent « pour nous, c'est important de recevoir de l'information claire sur le fonctionnement des systèmes ». Et de l'autre, et c'est assez préoccupant finalement, c'est que un tiers ne sait pas réellement comment les utiliser. Donc sur la route, ça peut effectivement poser des problèmes. Ce qui est important à garder en tête, c'est finalement l'apprentissage. L'apprentissage est important et ce que montre l'étude, c'est que finalement, les gens ont tendance à apprendre seuls, par eux-mêmes, en conditions classiques de conduite. Est-ce que c'est la meilleure méthode ? Une autre partie du panel, lui, a déclaré que ce sont les explications du concessionnaire qui lui ont permis d'acquérir les connaissances, et d'autres ont déclaré avoir consulté le manuel, à savoir que les manuels maintenant sont assez lourds Il y en a ou plus déjà digitaux. en papier,
Et donc lire les 400 pages me semble un petit peu Mhm. compromise. Ce qui est important finalement, c'est de pouvoir justement aborder la personne et lui expliquer concrètement, trouver les mots pour pouvoir dire formez-vous, soyez sensible. Parce que finalement, dans cette étude, 15% des répondants sont complètement convaincus qu'un système n'est pas infaillible et que donc il peut commettre des erreurs. Et à l'opposé, il y avait quand même 15% du panel qui disait OK, moi j'ai une confiance aveugle en ces technologies. Et là, il faut quand même se rappeler que aucune technologie n'est infaillible, même votre ordinateur portable peut bugger. Tous les systèmes ont leurs limites et ça, c'est crucial que les conducteurs en soient conscients. Oui, c'est pour ça aussi que c'est hyper important que ces recalibrages sont aussi faits lors des directives du constructeur automobile. Et c'est ça que chez Carglass, on a les équipements qui sont vraiment adaptés à la marque et le modèle. Et c'est ça que c'est important. On a parlé d'une recalibrage dynamique avant, où on doit aller rouler avec le véhicule. Mais dans la plupart des véhicules, on doit faire un recalibrage statique dans l'atelier. Et là, c'est vraiment important que ça se passe dans un environnement contrôlé, avec un sol plat par exemple, et assez de luminosité. Et ça fait aussi des challenges, hein. Là, on a besoin des panneaux ou des cibles qui sont vraiment spécialement faits pour ce type de véhicule. On doit le mettre à une distance, une hauteur préfixe. Et on doit, et ça c'est encore le plus important, on doit avoir accès au véhicule par la prise OBD. Hein, on va lire la santé du véhicule en fait, hein, et en lisant voilà, on peut le voir là, et là on peut lire la santé du véhicule, et là on peut voir si dans les caméras, hein, que vous voyez ici, dans les caméras il y a des fautes ou pas de fautes. Donc c'est hyper important qu'on peut lire l'état du véhicule, et avec un logiciel spécialisé on va alors recalibrer les capteurs et les sensors. Oui, c'est ce qu'on voit actuellement. Donc là, c'est là le branchement sur la prise voilà, OBD. C'est la prise OBD, oui. Et on a un appareil où on va alors lire toutes les codes dans le système. Et aussi avec cet appareil et du software que vous voyez ici, on va recalibrer donc le caméra. Là, c'est important qu'on a l'équipement spécialisé pour chaque modèle et pour chaque marque, et aussi d'avoir les cibles, les panneaux et les cibles correctes pour recalibrer le caméra. Ici, on voit bien qu'on met sur une certaine hauteur, hein, et une certaine distance. Hein, le target ou le caméra, il regarde et il se remet à son état d'origine, en fait. Ouais. Ouais, ces images sont quand même intéressantes. On se rend compte de la complexité finalement de la tâche. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne s'en rendent pas compte. Donc, c'est intéressant de montrer ces images aussi. Oui, et la complexité d'un recalibrage augmente aussi fortement, hein. Ça dépend les technologies, ça dépend la technologie des caméras et les capteurs derrière le pare-brise. Et là, on voit que c'est hyper important là d'avoir la compétence et deux aussi l'équipement adéquat. Tout à fait. Peut-être pour revenir à l'étude, Julie, vous avez déjà touché un mot, mais est-ce que on peut dire que les conducteurs sont vraiment convaincus de l'utilité des systèmes d'aide à la conduite en général aujourd'hui? Effectivement, donc globalement oui, les conducteurs sont convaincus. Pour eux, le terme ADAS, les aides, sont un élément important de la sécurité routière. Et d'ailleurs, en termes de chiffres, seuls 10% n'y croient pas du tout, ce qui est quand même assez positif, puisque finalement 9 sur 10 y croient. Maintenant, il faut savoir qu'il existe des différences entre les systèmes, et certains ont été considérés plus utiles que d'autres, comme par exemple la détection des angles morts, et aussi le système e-call, celui qui va téléphoner au système d'urgence. Pour donner un autre chiffre, donc on a 70% des répondants, qui est quand même un chiffre assez élevé, qui reconnaissent les avantages, mais aussi bien en termes de sécurité que de confort. Et on peut jauger de l'efficacité de ces systèmes. Bon, j'ai dit tout à l'heure que les ADAS étaient un thème d'actualité. C'est vrai qu'on en parle de temps en temps aussi avec ces freinages automatiques qu'on appelle fantômes, parce qu'ils arrivent de manière intempestive. Est-ce que ces mesures, ces systèmes sont vraiment efficaces? On a pu le démontrer?
Cette question est plus difficile à répondre parce que dans la réalité, ça n'est pas toujours simple à évaluer. Si on prend le cas d'un accident, parfois c'est difficile de déterminer si le système était activé, si le système aurait dû intervenir, parce qu'il y a énormément de variables qui vont rentrer en jeu. Et en plus, récupérer les données du véhicule n'est pas toujours possible ou n'est pas toujours fait. Ce qui est important de savoir, c'est que malgré toutes ces limites, les études scientifiques ont déjà montré des résultats encourageants. C'est le cas par exemple d'une étude chez nos voisins des Pays-Bas qui ont montré que certains ADAS avaient un réel effet positif sur la sécurité routière, en particulier le freinage d'urgence automatique. Emergency Braking System. Ce qui est un peu préoccupant, par contre, c'est que les systèmes qui sont plutôt liés au confort, comme par exemple le cruise control, eh bien, eux peuvent mener à une prise de risque supplémentaire, ou en tout cas un plus de risque sur la route. Autrement dit, les systèmes ont globalement un effet positif, mais peuvent aussi avoir un effet contre-productif. Et justement, quand ça ne fonctionne pas bien, donc on a parlé du freinage automatique d'urgence, qu'en est-il de ces éléments qui fonctionnent de manière intempestive ? Donc oui, en effet, c'est possible. Aucun système n'est infaillible, en tout cas aujourd'hui, et c'est donc envisageable qu'un système réagisse de manière incorrecte, comme le cas des freinages fantômes que vous venez de mentionner. De tels incidents peuvent survenir, c'est vrai, même si ces systèmes, il faut quand même le rappeler, sont soumis à de nombreux tests pendant les développements et aussi avant la mise en circulation et même encore après. C'est des systèmes qui sont éprouvés, dans à lesquels il y a une réglementation. Le point sur lequel il faut rester prudent, c'est le fait que ça peut augmenter les risques d'avoir les systèmes. On appelle ça, dans le jargon scientifique, l'adaptation au risque. Et en fait, cette adaptation au risque, c'est quand une situation paraît complètement sûre, vous êtes sur l'autoroute, il n'y a personne, vous êtes un peu en retard, et donc vous pouvez avoir tendance à rouler plus vite, et là, le fait de rouler plus vite peut mener au risque. Dans notre étude, en termes de chiffres, pour vous donner quelques points, c'est quand même 13% des répondants qui ont déclaré pouvoir prendre plus de risques ou être tentés de prendre plus de risques lorsqu'ils ont un véhicule qui est équipé d'ADAS. Et en même temps, 23%, donc un peu plus de 2 sur 10, ont affirmé, ou en tout cas avoué, que eux allaient faire appel à de la communication, donc être au téléphone en main libre pendant qu'ils sont en train de conduire. Il faut quand même rappeler que conduire et être au téléphone, ce sont quand même deux actions qui demandent une charge cognitive. On a besoin d'être engagé dans la conversation et c'est un phénomène de distraction. Et cette distraction peut mener à de l'imprévu et vers un accident. On va maintenant se projeter un peu dans l'avenir. Est-ce qu'il y a encore des systèmes, des nouveautés, des nouvelles évolutions qui sont dans l'air du temps pour les années qui viennent ? Effectivement, donc oui, comme dans tous les domaines, les développements continuent. Donc au niveau européen, vous avez la réglementation qui s'appelle le Règlement général de sécurité, le General Safety Regulation, qui va définir quelles technologies vont devenir obligatoires et à quelle échéance. Maintenant, il faut savoir que les constructeurs automobiles continuent de développer des systèmes de sécurité, qu'ils soient obligatoires ou non. C'est pour ça qu'il existe déjà certains véhicules qui sont équipés d'ADAS qui ne sont pas obligatoires aujourd'hui et qui le deviendront peut-être demain. Parce que les constructeurs, eux, vont au-delà des obligations. Tout simplement parce que la sécurité routière, ça reste un axe d'innovation important pour lequel ils peuvent se positionner sur le marché. Position sur le marché, oui, mais en même temps, il faut rappeler que les clients n'ont pas forcément envie de payer pour des systèmes supplémentaires. Donc on est ici sur un défi commercial entre stratégie de marché, se positionner en étant innovant, et aussi difficulté de vendre. Vendre un ADAS, c'est peut-être plus compliqué que de vendre le confort, l'air conditionné, les sièges en cuir. C'est peut-être pour ça que les vendeurs dans les concessions continuent de présenter d'abord le confort avant de s'intéresser à la sécurité.
Ok. Yoris, on vient de parler d'évolution. Je suppose aussi que les pare-brises ont évolué. Est-ce qu'un pare-brise d'il y a 10, 20 ans, on peut le replacer sur une voiture d'aujourd'hui? Je pense que je connais la réponse. Mais Il y a une grosse différence entre un pare-brise d'il y a 10 ans et aujourd'hui. D'abord, les véhicules même deviennent de plus en plus complexes. Comme on vient de dire, les systèmes d'ADAS, ça dépend du nombre de systèmes, de l'aide à conduite, mais aussi la technologie derrière ces capteurs, ces caméras, la configuration de ce véhicule. On voit que ça nécessite quand même une recalibration plus précise. Et on voit aussi que dans ce pare-brise ou derrière ce pare-brise, on a plusieurs capteurs, plusieurs caméras. Et là, ça nécessite plusieurs recalibrations. Si les caméras et les capteurs sont connectés de l'un à l'autre, si vous recalibrez un caméra, l'autre caméra, il va vous dire « Ah, moi aussi, j'ai besoin d'une recalibration parce que ça ne correspond plus avec ce que je vois avec l'autre caméra. » Mais à côté de ça, aussi les pare-brises. On vient de dire, les pare-brises d'aujourd'hui ne sont plus les pare-brises d'il y a 10 ans. Ce sont non plus de simples vitres. Aujourd'hui, ça intègre des capteurs et des caméras dont on vient de parler, mais aussi projection de l'information sur le pare-brise avec la projection HUD, Head-Up Display. C'est quelque chose qui devient aussi de plus en plus visible, mais aussi de l'isolation, par exemple, acoustique. Et aussi isolation de lumière UV. Donc, ce qu'on voit beaucoup, c'est que les modèles d'aujourd'hui, il y a 10 ans, vous aviez 1 ou 2 pare-brises par modèle. Aujourd'hui, on a jusqu'à 7, 8 différents pare-brises, selon toutes les choses que je viens de vous expliquer avant, avec HUD, avec isolation lumière, 2 caméras, 1 caméra. Tout dépend des systèmes qui sont de l'aide à conduite et des options que vous prenez sur le véhicule. Est-ce qu'il y a des différences? Je suppose que oui, elles sont plus récentes entre les voitures électriques et les autres voitures. Les véhicules électriques, ce sont des véhicules les plus nouveaux sur le marché. Donc, c'est sur ces véhicules qu'on voit la technologie et l'innovation. Et c'est là que ça devient certainement plus complexe, où on a vraiment besoin d'une recalibration très précise. Et c'est pour ça que l'équipement est très important, qu'on fait ça selon la directive du constructeur, et que nos gens ont les compétences de le faire. Et c'est pour ça que formation en permanence est primordiale. Et question pratique, est-ce qu'il est toujours obligatoire d'aller dans un centre agréé lorsqu'on veut recalibrer le pare-brise, ou est-ce qu'on peut le faire soi-même? C'est pas encore obligatoire, Okay. mais faire la recalibration de système ADAS, comme je viens de dire, c'est pas un luxe, c'est vraiment nécessaire. Si on ne le fait pas, on peut avoir un accident grave. Donc, c'est important lors du changement de pare-brise, toujours de faire une recalibration précise des capteurs et des caméras qui sont derrière le pare-brise, car ça a dû à la sécurité routière et la sécurité du client. Et donc, je suppose que quelqu'un qui arrive chez vous qui dit « Oh non, moi, il ne faut pas de recalibrage », on le fait d'office. On ne va pas laisser partir un client en incertitude que ce système ne fonctionne pas bien. Pour nous, la sécurité de nos clients, c'est primordial. La sécurité sur la route est primordiale. Donc, il n'y a aucun client chez nous qui part sans qu'on a fait la recalibration de ses caméras, les capteurs derrière le pare-brise de son véhicule. Ça paraît logique, mais c'est bien de le dire. Ouais. Julie, on arrive tout doucement au terme de l'émission. Si on devait synthétiser les messages clés de l'étude, quels seraient-ils? Oui, donc aujourd'hui, j'ai 5 points clés à retenir. Donc on en a parlé avant, c'est les effets positifs de la sécurité routière. Ça, c'est éprouvé, même si il existe des différences entre les différents systèmes ou d'une technologie à l'autre. En 2, les conducteurs doivent être mieux informés sur les fonctionnements, mais aussi sur les limites des systèmes. Le point sur les systèmes, donc tous les systèmes doivent être rigoureusement testés et faire preuve de fiabilité avant d'être commercialisés. C'est pour ça qu'il y a des réglementations européennes. La formation est cruciale. On doit apprendre à utiliser les technologies qui sont dans le véhicule de manière sûre, mais aussi de manière responsable, et donc éviter de faire n'importe comment, dans n'importe quelle condition. Et enfin, et ça rejoint celle du dessus, la responsabilité du conducteur reste essentielle. Ça veut dire qu'on doit se rappeler qu'aucun système n'est infaillible,
qu'il est préférable de maintenir son attention sur la route, peu importe le niveau du véhicule ou ses compétences, et qu'il est important de rester focalisé donc, sur ce qui se passe et d'éviter de faire d'autres tâches au volant comme être au téléphone, par exemple. Joris, qu'est-ce que les conducteurs peuvent faire pour garantir une fiabilité suffisante de leur système? D'abord, c'est si vous laissez changer votre pare-brise, être sûr que les caméras, les capteurs sont bien recalibrés, faire appel aux spécialistes. N'allez pas quelque part où vous n'êtes pas sûr qu'ils sont spécialisés ou ont de l'expertise en recalibration des systèmes de l'aide à conduite. Et aussi, c'est important, après le changement de pare-brise et recalibration, mais aussi si vous roulez sur la route, d'être attentif aux comportements normaux. Si vous sentez quelque chose, que le système ne marche pas bien, allez voir un spécialiste. Ils peuvent toujours, avec la prise OBD, regarder s'il y a des fautes dans le système, oui ou non. Et s'il y a des fautes, on peut toujours faire un reset et un recalibrage, que ça fonctionne de nouveau normal. Et dans quelques cas, c'est aussi nécessaire de remplacer ce caméra. Donc c'est hyper important. Et là, on voit que chaque véhicule est unique. Donc on a vraiment besoin d'outils spécifiques, selon la directive du constructeur automobile, que les pare-brises modernes sont plus complexes. Donc on a vraiment besoin de recalibrage précis et que une erreur de recalibration ou pas faire de recalibration, ça peut évoquer des situations dangereuses sur la route. Et on a beaucoup parlé des voitures modernes, des voitures récentes. Est-ce que si demain j'arrive avec ma vieille Golf d'il y a 25 ans, vous pouvez toujours changer un pare-brise? Certainement, on change les pare-brises pour tous les véhicules. Donc même les véhicules sans système ADAS, on change. C'est notre métier. Donc certainement, chaque véhicule est welcome chez nous pour changer ou réparer le pare-brise, mais aussi pour faire la recalibration des caméras et capteurs derrière le pare-brise. Ok, c'était en tout cas très intéressant. On arrive tout doucement au terme de l'émission. Je vois qu'il y a déjà des questions dans le chat. Peut-être aussi une question qui nous est arrivée concernant la responsabilité en cas d'accident. Qui est responsable en cas d'accident lorsqu'on utilise un système ADAS? Peut-être, je vais me tourner vers vous, Julie. Peut-être maintenant et dans le futur, lorsqu'on sera à des niveaux 4, voire 5 d'autonomie? Donc, pour parler déjà d'aujourd'hui, aujourd'hui, il est obligatoire pour le conducteur, normalement, d'avoir les mains sur le volant. Donc, le responsable, ça reste principalement encore le conducteur, puisqu'il doit veiller au bon fonctionnement des systèmes et aussi au bon comportement sur la route. Maintenant, si on s'intéresse à l'aspect véhicule de plus en plus autonome, la question devient plus complexe. On peut s'imaginer que dans le cas des véhicules qui sont 100% autonomes, le conducteur, qui finalement est plutôt passager, n'aura peut-être plus le moyen d'intervenir directement. Donc à ce propos, la réglementation est encore en cours d'évolution. Ce qu'il faut savoir, c'est que chez nos voisins allemands, ils ont déjà commencé à légiférer dessus. Donc pour eux là-bas, si le propriétaire a acquis un véhicule de niveau d'autonomie bien supérieur que ce qu'on a actuellement en Belgique, finalement, ils vont regarder en premier le bon entretien du véhicule. C'est-à-dire que si la personne a acheté son véhicule, a pris soin du véhicule, l'a entretenu au bon moment, etc., et que tout était en parfait état de fonctionnement prouvé par les factures, par exemple, dans ces cas-là, la deuxième étape, ce sera de s'intéresser à la défaillance du système. Et si défaillance il y a eu, dans ces cas-là, ce serait vers le constructeur et non vers le conducteur. Donc en résumé, la question finalement de qui est responsable va encore évoluer dans le temps. Ok, merci. Joris, une question pour vous, vraiment pratique. Quelqu'un nous demande si est-ce qu'on peut effectuer la recalibration uniquement dans vos ateliers, parce qu'on a vu que ça nécessitait quand même un appareillage très complexe, ou est-ce qu'il est possible de le faire en déplacement? Aujourd'hui, on ne le fait que dans nos ateliers, mais on est en train de tester des appareils qui peuvent faire la recalibration statique chez le client ou sur site. Et ce sera possible? C'est possible. On a de l'équipement spécialisé
et aussi spécialement fait pour Belron, qu'on puisse le faire dehors de nos ateliers. On peut faire le même type de recalibrage statique avec la même qualité, la même fiabilité et sur place chez nos clients. Donc ça nous donne une flexibilité pour nous, mais aussi pour nos clients, en donnant le même niveau de sécurité et fiabilité. Il faut absolument un garage. Vous ne pouvez pas faire ça dehors aussi? On peut faire ça dehors, donc c'est un système. Je venais d'expliquer les circonstances idéales qu'on a besoin dans un atelier. Ben, c'est un système en fait qui peut éliminer en fait la luminosité, le sol qui n'est pas droit. Ça élimine en fait tous ces facteurs et on peut faire une recalibration statique en mobile selon la directive du constructeur avec la même sécurité, la même fiabilité comme à l'atelier. Okay. C'est vraiment une innovation aussi dans notre métier. Très intéressant. Quelqu'un nous demande, peut-être je ne sais pas, l'étude a eu lieu quand même maintenant il y a 1 ou 2 ans. Il y a 1 an, les systèmes sont devenus obligatoires l'an dernier. Quelqu'un nous demande quel pourcentage des voitures en Belgique est aujourd'hui équipé de systèmes ADAS. Bon, le système ADAS, je présume qu'elle veut dire les derniers systèmes ADAS. Et à quelle vitesse cette proportion va-t-elle continuer à augmenter? Donc il faut savoir que cette réglementation européenne a mis en place des délais. Donc par exemple, pour tous les systèmes qui sont devenus obligatoires en 2024, il s'agissait de tous les véhicules homologation type. Donc tous ceux qui venaient d'être designés, c'est devenu obligatoire si on prend par exemple, cela c'était 2022, avec une obligation pour tous les véhicules, donc les nouveaux véhicules sur le marché, tous les nouveaux, pas types, mais tous ceux qu'un vendeur pourrait vendre, sont équipés de systèmes ADAS. Ce qui veut dire que maintenant, on est maintenant en fin 2025, tous ces nouveaux véhicules, depuis le 1er juillet 2024, sont forcément commercialisés avec les systèmes ADAS. Ce qui n'avait pas lieu encore en 2023, puisque ça ne concernait que les nouveaux véhicules approuvés. Donc, à chaque fois que la réglementation va faire entrer un nouvel ADAS sur le marché, il y aura toujours cette période tampon, nouveaux véhicules type, versus tous les nouveaux modèles, enfin tous les véhicules. Chez nous, dans les ateliers, on a commencé environ en 2016-2017 avec les recalibrations des caméras, des capteurs. Aujourd'hui, on voit que toutes les voitures qui viennent chez nous dans l'atelier pour un changement de pare-brise, on voit qu'environ 65% des véhicules sont équipés avec des caméras et capteurs qu'on a besoin d'un recalibrage. Et ça augmente fortement. Quand je parle d'ici 3 ans, on était à 35%. 65, ça augmente fortement. Et dans quelques centres, et ça dépend aussi du clientèle, on a 80% des voitures qui viennent chez nous pour un remplacement pare-brise où on doit faire une recalibration des caméras et capteurs. Et on voit aussi que dans le futur, ça va continuer à augmenter. Petite question pratique que je me pose. J'arrive demain avec un véhicule récent chez vous. Pour remplacer le pare-brise, il faut compter combien de temps environ? Ça dépend, la complexité de changement de pare-brise, mais aussi la complexité du recalibration. Donc ça dépend, ça peut être dans 1 heure jusqu'à 3 heures. Tout dépend de la complexité du système. Ça va encore, je veux dire 3 heures, c'est encore... Oui. Ok, merci en tout cas à vous deux. C'était très intéressant, très clair. On ne soupçonne pas parfois de la complexité de la tâche quand on va remplacer un pare-brise. Je vous donne rendez-vous soit dans une concession Carglass, dans un atelier Carglass, si jamais vous devez remplacer un jour un pare-brise ou autre chose, ou dans une future émission dans le studio Vias. Je vous remercie de votre attention. J'espère aussi que vous aurez appris certaines choses et je remercie certainement mes 2 orateurs qui ont été très faciles à comprendre, très simples. Et je vous dis au revoir et à bientôt.